Bonsoir. Sur cet air entraînant, nous avons tous été tentés, évidemment. Le joint, le stick, le bedeau, le pétardos, le chichon, la cambuse, le gourgandin, le flurgu, le quinquin et même le torsiflet, ou tout simplement le sglorg, comme l'appellent les jeunes d'aujourd'hui, est un fait de notre génération. J'avais un ami qui habitait d'ailleurs en face du square des Batignolles, à côté d'une boulangerie qui fait des super bons babas au rhum, qui m'avait présenté un autre ami, lequel était parti entre-temps s'installer au Québec, qui bossait un peu sur des softs, des logiciels. Donc il m'a laissé avec l'ami, l'autre celui des babas, et lui il fumait des cannabis. Alors bon, combien vous en fumiez ? La première année, un, et puis après ça a été très vite. Carrément l'engrenage, j'ai doublé ma conso. Attendez, là vous avez un petit truc. D'accord. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Vous avez doublé, pardon, vous avez doublé ? J'ai doublé ma consommation. Ah oui, d'accord, oui, pardon, la consommation. Bon, on va pas mentir, à un moment, vous étiez beau, et puis vous êtes devenu ça. Et puis progressivement, ça s'est dégradé, vous êtes devenu ça l'année d'après. Et puis une semaine plus tard, c'était carrément ça. Hein, alors vous étiez, on peut dire quoi, une loque, bon, une loque humaine ou pas, ça, il faudrait un bon biologiste pour le dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, les bons biologistes, je crois, étaient rares. Ouais, non mais... Étaient rares, oui. Ouais, étaient rares. Non mais où est-ce que vous voulez en venir exactement là ? Où est-ce que vous voulez en venir exactement là ? Bon, on fait notre métier, quoi. Non mais moi je trouve que vous pourriez donner une image un peu plus... quand même. Une image un peu plus quoi ? Bah ouais, une image un peu plus quand même. Parce que là, une image un peu plus ? Non, mais donner une image, bon, vous voyez, une image plus... Ouais, enfin, vous savez pas du tout ce que vous pensez sur le cannabis, vous êtes comme moi. Très bien, ben, je vais rejoindre Albert. Quand je pense, 5 heures pour ça... Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est toujours difficile de parler sur les applaudissements quand on présente nulle part ailleurs. C'est le tour de force. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Mishka, Tigran Ading et Hugo Verlhomme pour le livre du cannabis. Le 21e siècle sera-t-il psychédélique, oui ou non? C'est le titre du bouquin. Alors, question simple, vous êtes des théoriciens du cannabis, mais des praticiens, si j'ose dire. Quelle était l'intention, votre intention en écrivant ce bouquin, en le publiant? L'intention, c'était de livrer les clés pour que chacun puisse se faire une idée en donnant des textes qui partent des auteurs antiques, ça part d'Hérodote, et qui remontent toute l'histoire du temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux auteurs les plus actuels. Mais vous faites l'inverse, parce que vous partez de l'époque présente et vous allez jusqu'au passé, pour montrer que c'est un problème très actuel, c'est ça ? Parce que ça nous semblait beaucoup plus accessible de commencer avec maintenant, avec ce qu'on connaît maintenant, et puis graduellement de remonter le temps. Et donc on l'a fait dans ce sens-là. Et les traces les plus anciennes de cannabis Est-ce que vous saviez que les rois mages ont apporté 3 cadeaux au petit Jésus? Alors, allez-y. Et que selon certains chercheurs, le fameux encens, parce que la myrrhe, ça sent très bon. Oui. L'encens aussi, mais alors pourquoi apporter la myrrhe et l'encens? Eh bien apparemment, selon certains chercheurs Et le très papier sérieux, aussi, le risla. l'encens, c'était un encens à base de hashish. Mais ça, c'est une spéculation, parce que personne n'était là pour C'est une spéculation, mais très sérieuse. L'université de Harvard, quand même. Oui. Bon, on verra Vous ça avez tout fait à l'heure. Harvard avant de parler. Pas encore. On Essayez de verra faire- ça de tout à faire- l'heure. Non, moi, il y a quelque chose qui me surprend avec le cannabis et sa fortune littéraire, c'est que finalement, elle est quand même moindre que certaines autres drogues. Bon, je pense même à l'héroïne. L'héroïne, il y a beaucoup plus de textes autour de l'héroïne. Ou en tout cas, l'opium. L'opium a connu une fortune littéraire. On a l'impression, en tout Il y cas... a plus d'écrits sur le cannabis que sur aucune autre drogue illégale au monde. Alors, ce qu'il faudrait préciser, c'est que dans votre livre sont répertoriés les principaux écrits sur le cannabis, notamment les écrits littéraires des grands auteurs. Tout à fait, les écrits pour, les écrits contre, il y a toutes les voix qui Il n'y a pas beaucoup de s'expriment. contre quand même. C'est-à-dire que les contres, souvent, ils sont pas très brillants. Ah bon? Pourquoi? Ils sont moralisants, etc.?
c'est très très caricatural souvent, les gens qui sont contre le sont finalement pour des raisons morales. Alors avant de voir un sujet d'Emmanuel Amara qui est tout à fait d'actualité, je voudrais revenir sur le début et la fin du bouquin. Il y a une chose moi qui me chiffonne un petit peu. Ça commence par un texte de Terence McKenna qui, entre autres dans sa bibliographie, je lis Spéculation sur les champignons psychédéliques, l'Amazonie, les ovnis. Vous citez un autre auteur un peu plus loin, George Andrew, qui lui croit aux extraterrestres. Un petit peu plus loin, bon, il y a Vous n'y croyez pas, vous ? Aux extraterrestres? Non, pas encore, à moins que vous en soyez un. Mais ce qui me gêne, c'est le mélange quand même de pensée magique avec une démonstration qui se veut tout à fait rationnelle en faveur du cannabis. Et la pensée magique, on sait les dérives que ça peut entraîner. Et ce n'est pas les seuls textes. Hein. Par exemple, il y a un type qui dit le droit d'absorber toute substance. Je lis un marché libre des drogues légales et illégales ainsi que des médicaments ou produits de dopage. C'est quand même un peu fâcheux, non? Ça dépend, c'est un point de vue de savoir, de pouvoir dire qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, individu, le droit d'absorber ce qu'on veut? Et pourquoi on n'aurait pas ce droit, nous? C'est de la démagogie, ça, parce qu'absorber ce qu'on veut au prix de sa santé ou de sa déglingue... Si vous êtes informé, si vous savez ce que vous prenez, c'est un risque que vous prenez consciemment. Oui, mais quand on s'adresse à un public très jeune, par exemple... Eh bien, c'est pour ça qu'il faut informer. L'un des buts du livre du cannabis, c'est d'informer les gens, de donner tous les sons de diffuser cloche. plus le cannabis auprès des jeunes. Non. L'information. Informer. Non, peut-être pour venir à votre secours, les théories de Terence McKenna sont très intéressantes puisqu'il explique que chaque fois qu'on fait des bonds dans l'évolution, quasiment il y a une plante ou une drogue, en tout cas un psychotrope quelconque qui est associé à cette évolution. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ça? En fait, McKenna a sa théorie bien à lui, qui est que le champignon hallucinogène est peut-être un des, si ce n'est le chaînon manquant dans l'évolution humaine, bien sûr. Donc là, il envisage ces plantes psychotropes comme des amplificateurs de conscience et comme des véhicules qui vont permettre d'accéder à un autre niveau de conscience et donc de progresser, entre guillemets, dans cette évolution humaine. Alors justement, c'est peut-être le problème, c'est est-ce que ce type de drogue est utilisé aujourd'hui pour élargir le champ de l'expérience consciente, ou bien est-ce que c'est utilisé comme la télé ou comme la bière Est-ce que c'est pas fade? Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous voulez mêler le religieux à la consommation d'une chose qui peut éventuellement pour certaines personnes être agréable? Rien mêler, simplement. Ça revient constamment. Oui, mais les derniers mots d'une anthologie. C'est les derniers mots du bouquin de Schultes, qui est un des plus grands chercheurs reconnus mondialement. Attention. Non, mais en guise de conclusion, je lis votre phrase. La plante fut acceptée. Oui, mais enfin, c'est vous qui le publiez quand même. Vous êtes responsable des textes que vous mettez, puisqu'il n'y a pas de commentaires. La plante fut acceptée comme un cadeau des dieux, un moyen sacré pour entrer en communion avec le monde spirituel. Et elle est restée dans certaines cultures. Bon, il y a du vrai, mais il y a aussi ce pouce à la spiritualité un peu passe-partout qu'on retrouve dans le New Age et dans des trucs comme ça. Vous savez, je crois que c'est l'une des particularités du cannabis de provoquer des états très différents chez des gens très différents. On ne peut pas dire... Mais le vin sur lequel vous avez écrit aussi, vous êtes occupé du vin. Oui, mais de même qu'avec le vin, on va trouver des gens dans un livre pour les enfants, qui, avec une très belle bouteille, se rapprochent d'un état d'extase presque mystique. De même, d'autres l'ont banalisé jusqu'à plus soif. Avec le cannabis, c'est pareil. Le livre du cannabis, c'est une anthologie. Donc on trouve aussi bien des écrivains, des New Ageux, des académiciens, des Goncourt, des textes contre, pour, des littéraires du 19e, du 20e. C'est un vrai panorama, d'où la diversité des points de vue. D'accord. Ariel, avant écoutez, je propose qu'on fume un joint en regardant le sujet d'Emmanuel Amara. Très bonne idée. I want to tell you a secret. I broke the law and got marijuana. It worked. I could eat. Today, I'm free of cancer. Proposition 215 allows cancer patients to get marijuana without becoming criminals. Vote yes on 215. Someday, you may need it. Aux États-Unis, certains États ont choisi la voie de la légalisation de l'usage thérapeutique du cannabis. Ici, dans ce Cannabis Club, on achète sous ordonnance pour soigner le glaucome, une maladie de l'œil, également contre les effets de la chimiothérapie et pour redonner de l'appétit aux malades du sida. Le cannabis est aussi prescrit par les médecins comme antidouleur et pour traiter certains cas d'asthme. Aux Pays-Bas, l'ambiance y est moins médicale. On y élit même chaque année la Miss Cannabis et lors de la célèbre Cannabis Cup, après les récoltes de septembre, c'est la meilleure herbe qui est récompensée. Ici, c'est devenu un business comme un autre.
En France, cela fait 20 ans que tous les 18 juin, les pro-cannabis se réunissent. Objectif, la légalisation de toutes les drogues douces. Seule télé présente cette année sur les lieux, des Hollandais qui suivent de très près l'évolution du phénomène. Pour nous, c'est pas vraiment un sujet de rigolade. Je veux dire, ça fait un peu partie de la vie quotidienne. Mais enfin, j'ai l'impression quand même qu'en France, c'est en train de bouger un petit peu. Dans beaucoup de pays, on réprime plus, quoi. La France était un des derniers pays où on réprimait encore la consommation de drogue. Notre situation frise la caricature. Il y aurait dans le pays environ 5 millions d'adeptes du pétard. Et 87% des interpellés pour usage de stupéfiants sont de simples consommateurs de cannabis. La semaine dernière, nos 17 ministres ont décidé d'assouplir la législation sans toucher à la loi. Résultat, pas de dépénalisation, mais les simples usagers ne seront plus incarcérés. On va de petits pas politiques en petits pas politiques. Et en fait, il faut quand même se rendre compte, en 1978, déjà, le rapport Pelletier, en 78, il y a quoi? Il y a 20 ans, non? Un peu plus. Le rapport Pelletier recommandait que soit dépénalisé l'usage et que soit fixé un seuil, ce qui est que dalle. Et ça, même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Conséquence pour les partisans de la dépénalisation du cannabis. Le fait qu'il y ait tous les jours des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui violent une loi qui n'est pas applicable, eh bien, c'est certainement pas quelque chose qui participe à aider les gens à respecter les lois. Les lois qui ne sont pas applicables sont les pires des lois. C'est la question importante, c'est-à-dire qu'il y a une évolution extrêmement rapide des produits qui circulent et des modes de consommation, et que les politiques publiques, elles ont toujours 4 ou 5 ans de retard par rapport, et quand je dis 4 ou 5 ans, c'est plutôt 5 ou 10 ans souvent, sur l'évolution des modes de consommation. Il faut ouvrir le débat et légaliser d'urgence le cannabis. Parce que si vous ne le légalisez pas vite, nous le légaliserons avant vous. On est déjà en train de le faire d'ailleurs. Ariel? J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre l'utilisation médicale qui est faite du cannabis et la récupération de cette utilisation à des fins militantes pour la dépénalisation. C'est-à-dire que le fait que ça soigne certaines personnes, on en déduit que c'est bon pour tout le monde. Non. Mishka? Je crois que c'est une question de qu'est-ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est les gens qui utilisent le cannabis pour se soigner. Et pour certains d'entre eux, par exemple pour des gens qui ont des thérapies très lourdes, des gens qui ont le sida et des thérapies très lourdes et qui doivent, d'une part, qui perdent du poids et qui, d'autre part, doivent absorber des médicaments qui leur donnent des nausées, dans ce cas-là, comme le racontent certains des auteurs du livre, ça peut faire les différences entre la vie et la mort. Bon, ça, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose que les gens revendiquent, qu'ils osent revendiquer, bien que la loi, en principe, interdise toute revendication d'un aspect favorable d'un stupéfiant. Le cannabis est classé stupéfiant, donc la loi interdit de présenter sous un jour favorable. Donc, en principe, on n'aurait même pas le droit de dire que c'est un médicament qui marche dans certains cas. Néanmoins... Qui marche pour quoi, par exemple? Non, mais ça marche pour beaucoup de choses. Sclérose en plaques, la sclérose en plaques, cancer, glaucome, nausée... C'est un sédatif ou un relaxant. Par exemple, et dire que ça guérit le cancer, c'est une escroquerie quand même. On ne dit pas que ça guérit le cancer. Non, mais dans la pub qu'on a vue au début aux États-Unis, il y a une bonne femme qui vient en disant qu'elle a guéri de son cancer grâce au... Faut pas déconner quand même. Non, ce qui se passe, c'est que ça permet, comme le raconte Stephen Jay Gould, qui est un naturaliste très lu en France, il raconte très bien là, il dit, moi j'aime pas l'ivresse, je n'aime pas l'ivresse d'où qu'elle vienne, donc je n'aime pas l'effet de la marijuana. Néanmoins, je dois raconter que ça a contribué de façon majeure à ma guérison parce que ça m'a permis de prendre des médicaments qui me donnaient une telle nausée que je n'avais plus envie de vivre. On ne peut pas dire que le cannabis guérit du cancer, c'est de l'escroquerie, c'est la pâte à médecine. C'est un anti-nauséeux. C'est un anti-nauséeux qui permet de prendre les médicaments. Non, ce que dit Stephen Jay Gould, c'est qu'il perd du poids de jour en jour, qu'il est frappé d'anorexie, que les terribles nausées de la chimiothérapie l'empêchent de se nourrir et que grâce au cannabis, il n'a pas ces nausées, donc il arrive à se nourrir, donc à survivre et à surmonter ces chimiothérapies du cancer. Oui, d'accord, mais c'est un adjuvant, c'est pas ça qui va soigner le cancer. On ne peut pas laisser dire ça et laisser entendre ça à des millions de gens qui sont dans la détresse. Là, c'est de la charlatanerie. Il ne faut pas vous associer à ça. Alors, mais nous, on ne fait que transmettre les voix. Nous sommes associés à ça puisqu'on a montré un document le montrant. Non, mais on montre une femme qui parle de ça. Ce n'est pas cautionner le propos de cette femme. Nous, notre but, c'était de réunir un maximum de textes avec un maximum de voix différentes de toutes les époques, de gens qui racontent essentiellement leur expérience du cannabis, donc à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, et qui accessoirement réfléchissent sur le cannabis. Donc nous, c'était ça notre but, c'est ça qu'on a fait. Donc il y a aussi là-dedans des gens qui l'utilisent comme
un élément dans leur guérison, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que représente le livre. Et puis pour éviter aussi les fausses impressions, bon, c'est vrai que les gens qui fument sont souvent plus sympathiques que les gens qui boivent du gros rouge qui tâche. Et c'est vrai que... En revanche, les gens qui font des livres un peu militants, bon, on a vu Galland, etc., c'est toujours, bon, un petit peu... C'est pas ce que vous avez fait. Et il faut revenir exactement à ce que c'est-à-dire quand même une anthologie de textes. Et j'aimerais en fait que l'un de vous nous dise quelle a été la fortune littéraire du cannabis. Qu'est-ce qu'il représente dans la littérature et quel cheminement le cannabis a-t-il fait? Écoutez, pour nous, ça a été un peu un choc parce qu'on a commencé à dévider un fil. On s'est dit, on va faire un livre de 250 pages. Parce que c'est inattendu qu'il y ait tellement de textes. Nous, on n'était pas partis pour faire un gros livre. Et puis, au fil de nos recherches, on a été à la BN, on a feuilleté des tas de choses, on a vraiment beaucoup travaillé. On découvrait des textes et on se disait, c'est pas possible de ne pas montrer ça. On découvrait des textes peu connus de Malraux, d'Edgar Morin, des choses sur Alexandra David-Nel, sur Robert Mitchum, sur des gens très très disparates. Valéry Giscard d'Estaing. Oui, ce que je vous propose, c'est qu'on évoque ces écrivains tout à l'heure, Malraux notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que Cécile Casagrande va venir présenter la météo. Tout à fait. Moi, je m'en vais. Donc. Et vous revenez. Je suis aussi bien vous revenez clair, après hein, les news. Aussi joli, oui. Pacifique Force à Nice. Mettez le temps à l'épreuve. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Un accueil chaleureux. Ah, très chaleureux, ça fait plaisir. Triomphal même, ouais, Ça se passe c'est vrai. bien? Oui. Ils sont gentils avec vous? Pas trop, non, mais ça va. Ah Mais bon? on n'est pas là pour servir la soupe. Hein. Non, non, De justement. temps en temps, il faut un peu bousculer l'invité de temps en temps, mais Tu as raison. vous Albert. inquiétez pas, ça va. Moi, j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, c'est cool. Et j'ai pas fumé, donc c'est du vrai. Attention, là, vous prenez responsabilité, je me suis dit pour une fois. Ah Je ben non, m'inscris en non, faux. non. Allez-y. Merci Albert. Donc l'animation satellite, eh bien une belle journée. Demain s'annonce avec un anticyclone qui est bien installé sur notre pays. Il y aura une petite perturbation orageuse sur l'Espagne qui concernera un petit peu les Pyrénées, Oui. mais ça, juste les Pyrénées. Donc le matin, ce sera un grand soleil sur l'ensemble du pays. Seulement quelques petits passages nuageux sur le Nord-Pas-de-Calais, puis les Alpes aussi, c'est chouette, les Pyrénées aussi. Et l'après-midi, toujours un beau soleil encore sur l'ensemble du pays, avec quelques orages, comme je disais, à cause de cette petite perturbation en Espagne, sur les Pyrénées, et puis des petits passages nuageux, mais rien de bien grave, sur l'extrême nord-est. C'est une fantastique journée qui devrait durer encore au moins jusqu'à samedi. Et les températures, elles continuent à grimper. Elles sont légèrement au-dessus des normales maintenant, de 22 à Quimper, à 29 à Marseille, à Montpellier, à Biarritz, 26 à Genève, 21 à Bruxelles et 25 à Paris. C'est joli votre petite bretelle là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas fait exprès, ça va sous la robe normalement. Voilà. Non, vous Merci. pouviez laisser, c'était très mignon. Merci Albert, Voilà, dis donc, nous apprécions Alberto. Ça prend Tout de bien, suite ça après la pub, les news de Daphné Roulier. Les new news. Merci Cécile, Au les revoir. new news. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Ce sont les news. En Corse et surtout à Ajaccio, c'était le grand sujet de préoccupation aujourd'hui, la reconstitution de l'assassinat du préfet Erignac, avec son impressionnant dispositif policier, avec ses interdictions et ses recommandations d'usage, avec aussi l'obligation faite aux riverains proches du lieu du crime de fermer leurs volets. Finalement, la reconstitution a tourné court. 4 des 5 nationalistes mis en examen n'ont refusé de collaborer avec la justice. Sur place, Isabelle Hormans. Depuis la visite du président Pompidou, jamais Ajaccio n'avait subi un tel dispositif de sécurité. Le juge Jean-Louis Bruguière s'était montré formel, priorité à la confidentialité de la reconstitution. 600 barrières et des bâches ont donc été déployées autour des 3 sites privilégiés la nuit du crime. Tout le centre-ville a été bouclé à la circulation des voitures et des piétons. Premier acte de cette mise en scène spectaculaire, l'arrivée à Ajaccio des patrons de l'antiterrorisme parisien, magistrats et policiers. Pause déjeuner face à la préfecture, ultime consigne entre fromage et dessert. Simultanément, un avion spécial dépose sur la base militaire d'Aspreto les 5 assassins présumés de Claude Erignac. Ferrandi, Maranelli, Alessandri et Ottaviani devraient reconstituer la soirée du 6 février 98.
Seul Distria refusera puisqu'il nie sa participation au drame. 14h30, top départ, phase numéro 1, le parking du port où Maranelli gara sa voiture pour pister le préfet. Cet acte de procédure est simple, une trentaine de minutes suffiront. Pourtant, 2 heures s'écoulent. D'âpres discussions s'engagent entre les juges et les suspects qui ne veulent pas collaborer. Ils adoptent une attitude militante, les aveux sont une chose, ils assument, mais pas question de se prêter à un simulacre. Les magistrats jettent l'éponge, il serait trop compliqué de faire appel au pied levé à des figurants policiers. Ils se contenteront de la reconstitution effectuée sans le commando en mars 98. Cependant, ils n'annulent pas l'opération prévue demain à la gendarmerie de Pietrosella où fut volée l'arme du crime, même s'ils se doutent que l'attitude des suspects ne variera pas d'ici là. Voilà, et puis à Paris, la confrontation de Bernard Bonnet à son principal accusateur, le lieutenant-colonel Bertrand Cavalier. L'ex-préfet de Corse n'en déborde pas. Il n'a jamais donné l'ordre d'incendier des paillettes illégales. Après l'affaire de la vache folle, après le poulet à la dioxine et le coca contaminé, le gouvernement français ne veut pas prendre le risque d'une nouvelle affaire OGM, d'un scandale aux organismes génétiquement modifiés. Pour rassurer les consommateurs, et selon l'adage bien connu de « il vaut mieux prévenir que guérir », la France exigera demain à Bruxelles la suspension de la mise sur le marché de tout nouveau produit transgénique. Jean-Michel Fauveau. Suspendre et attendre, c'est le résumé des choix du gouvernement sur les OGM après la réunion autour de Lionel Jospin aujourd'hui à Matignon. Il propose de suspendre la commercialisation de toute nouvelle variété d'organismes génétiquement modifiés. Suspension provisoire en attendant que la Commission européenne fasse des propositions. Elles sont attendues à la fin de l'année. Propositions pour améliorer l'étiquetage des produits modifiés, leur traçabilité, qu'on puisse les repérer plus vite et plus facilement dans les supermarchés. Il faut surtout tranquilliser les Français. Plusieurs chaînes de magasins ont déjà décidé d'abandonner les OGM dans leurs rayons. C'est peut-être aussi une mesure politique, un signe positif donné au vert au moment où la majorité plurielle se rééquilibre. Le Premier ministre a annoncé une bonne nouvelle que nous réclamions depuis longtemps, c'est le moratoire sur les organismes génétiquement manipulés. Un moratoire de 5 ans. J'espère qu'il va être suivi par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Ça, c'est une bonne décision qui va dans le sens de ce que nous réclamions. À partir de demain, Dominique Voynet va plaider à Bruxelles pour cette mise entre parenthèses auprès des autres ministres de l'Environnement des 15. Mais l'Europe n'est pas unie sur ce dossier et les chercheurs ne sont pas sûrs qu'il n'y ait aucun risque. En laboratoire, lorsqu'on injecte un gène nouveau dans la plante, c'est pour l'améliorer. Mais parfois, si le gène peut résister à un antibiotique, le médicament que nous prenons après avoir mangé un légume manipulé n'a plus d'effet. Cette mesure de précaution ne condamne pas les OGM. La culture du maïs transgénique, par exemple, n'est pas remise en cause. Mais le gouvernement veut surtout, au cas par cas, bien évaluer les dangers et informer les consommateurs. Un mot des langues. Vous savez qu'il y a du vin au sang de bœuf, on a appris ça aujourd'hui. Absolument. Coupé au sang de bœuf. Voilà, c'était un détail quand même. Un mot des langues régionales. Oui, je vous en prie. Jacques Chirac a refusé tout à l'heure la révision de la Constitution qu'avait demandé cet après-midi Lionel Jospin. C'est donc un nouveau couac dans la cohabitation. On parlait du dopage tout à l'heure. Festina s'enfonce. 2 produits dopants ont été retrouvés parmi les médicaments saisis dans la voiture du masseur de l'équipe cycliste à la frontière franco-belge. Le masseur expulsé pour infraction au règlement interne de la formation s'était défendu en présentant aux douaniers une ordonnance à son nom. Il manque pas de culot. L'un des 2 produits incriminés n'y figure pas. Absolument. Alain Richard est au Kosovo. Le ministre de la Défense s'est rendu au nord de la province, à Mitrovica, la principale ville du secteur français de la KFOR. Le ministre entend défendre ses troupes, très vivement critiquées ces derniers temps par la presse anglo-saxonne. Les soldats français sont notamment accusés de ne rien faire contre les pillages et les incendies et, à contrario, de faire preuve d'indulgence envers les Serbes. Une campagne de dénigrement qu'Alain Richard a qualifiée d'ânerie. Au Kosovo, le flot de réfugiés ne faiblit pas. Pourtant, les conditions de leur retour sont loin d'être réunies. Les soldats de la KFOR, appuyés par certaines ONG, s'affairent pour tenter de sécuriser au plus vite la province. Il faut dire que c'est un travail de titan. Le déminage prendra au mieux 3 ans, au pire 5 ans. Émeric Caron. Sur le bord d'une route, près de Petch, un objet suspect. Les hommes de la Hallow Trust, une organisation britannique anti-mine qui s'est déjà distinguée en Angola, décident de boucler le secteur. Mais cette fois, il s'agit d'une fausse alerte. It looks very much like a mine. You can see here it's just very thick rubber that's been cut. We went to the lengths of shutting off the road and pulling it just in case. It could have been even a dummy mine, could be a trap to lure someone in with a booby trap underneath it.
L'ONU estime qu'il y aurait 800 zones minées au Kosovo, les plus dangereuses de ces zones étant situées aux frontières avec l'Albanie et la Macédoine. La première menace est celle des mines et des pièges posés par l'armée ou les milices serbes, mais aussi par l'UÇK. Les Yougoslaves sont censés livrer les plans de leurs champs minés, mais ils tardent à le faire. Et puis, certains engins ont été disposés de manière complètement aléatoire, il n'y a donc aucun moyen de les repérer. Le deuxième problème vient des bombardements de l'OTAN. L'Alliance a utilisé des bombes à fragmentation. Plusieurs milliers d'entre elles n'ont pas explosé en touchant le sol et font aujourd'hui l'effet de mines antipersonnelles. Elles sont éparpillées dans les champs, les enfants jouent avec et on sait maintenant que c'est ce type d'engin qui a causé la mort de 2 soldats britanniques lundi. Pour informer les réfugiés des dangers des pièges explosifs et des mines, l'UNICEF organise des cours dans les camps. Une initiative d'autant plus nécessaire que les Kosovars ne veulent pas attendre pour rentrer chez eux. Le HCR estime aujourd'hui que 600 000 d'entre eux regagneront le Kosovo dans les 3 prochains mois. Doit-on tuer la variole? Doit-on tuer les derniers stocks existants de ce virus qui n'a plus jamais frappé depuis plus de 20 ans? Eh bien, il était question de s'en débarrasser finalement à la fin de ce mois. Finalement, les scientifiques ont décidé de le conserver. Laurent Alonneau. 1967, la variole est le virus à abattre. 10 millions de malades recensés annuellement, vaccination systématique des enfants, 2,5 milliards d'injections. 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement la variole vaincue et condamne à mort le virus. Les 2 laboratoires, un russe et un américain en possession des dernières souches virales, devront à terme détruire leur stock. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont de moins en moins nombreux à vouloir la mort du virus, qui fait partie selon eux du patrimoine biologique mondial. Et la variole ne représenterait plus une réelle menace pour l'homme. Je ne considère pas que ce virus représente un grand danger. Même si je pense à son utilisation comme arme biologique ou de terrorisme. Et je ne crois pas parce qu'il n'est pas très efficace. Pour 2 raisons. Une raison, c'est que c'est très difficile à le diffuser. Et deuxième chose, c'est parce qu'on a encore du vaccin. Donc on peut à n'importe quel moment arrêter une éventuelle petite épidémie ou quelques cas qui apparaîtraient. Les Russes ont été les premiers à annoncer sans explication qu'il n'était plus question de détruire le virus. Les États-Unis ont suivi en demandant un nouveau sursis pour la variole pour l'utiliser dans le cadre de la recherche médicale. Mais surtout, personne ne sait si d'autres laboratoires à travers le monde cultivent clandestinement des souches du virus. Et à dire vrai, si certains scientifiques plaident pour la conservation des souches de ce virus, c'est peut-être parce qu'il intéresse au plus haut point les spécialistes de la guerre bactériologique et les experts en charge de la lutte contre le bioterrorisme. C'est une hypothèse parmi d'autres en tout cas. Oui. Un coup d'œil sur les résultats français à Wimbledon. Bon, on y va. Chez les Français, Sébastien Grosjean s'est qualifié au 2e tour contre le Britannique Delgado en 3-7, 6-2, 6-2, 6, 7-6, pardon. En revanche, Fabrice Santoro s'est fait sortir par le Suédois Magnus Norman. Chez les femmes, 3 qualifications, celle de Nathalie Tauziat, de Sandrine Testu et de Sarah Pitkowski. À noter enfin l'élimination d'Andrei Medvedev, l'Ukrainien finaliste de Roland Garros, s'est fait sortir dès le 2e tour par le Canadien Daniel Nestor en 3-7, 6-1, 7-5, 6-3. Voilà. Une petite question à nos invités. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui assimilent le cannabis à du dopage dans le sport? Mon point de vue, c'est que la liberté, c'est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et donc on en revient à la notion dont on parlait tout à l'heure, qui est celle de pouvoir absorber en connaissance de cause les substances que l'on désire absorber. Donc de ce point de vue-là, le cannabis et le dopage sont même combat, on pourrait penser. Merci, merci Daphné. Les des chiens tout de suite. Tant pis. Tiens, qui ça peut être? Allô? Yolande, bonjour, c'est Lorella, je te dérange pas? Oh, Lorella, mais non, j'étais justement en train de faire mon ménage. Mon 2 minutes. Oh! T'es toujours en train de briquer, toi. Oh, Laetitia, on n'a jamais fini. Hein. Un vrai miroir chez toi. Vas-y. Atmina, Yolande. Bonjour. Enchantée. C'est toi, Atmina, Laurent? Oui. Ouais, c'est Tu la m'en belle avais Atmina. tellement parlé. Hein, tu te rappelles, Tellement hein. parlé. Un petit bisou. Tellement parlé, bon. Bisous. Bon, ça va? Tu vas pas y rester toute la nuit? Elle est jalouse, elle est jalouse. Bon, calme-toi, laisse tomber la neige. Il ne viendra pas ce soir. Ouais. Je vous offre un petit péquet, les filles. Ouais, je veux bien, ouais. C'est ma gazelle Allez, à moi, un ça. péquet. Je m'appelle Gazelle. Un petit bisou. Calme-toi.
Alors, ça y est, on a arrêté une date. Hein. Alors, mercredi prochain, et impérativement, t'es là. Hein. Oui, Tu nous passes ça. rien à dire. Comme elle dit, on va se paxer. On va faire un grand pax traditionnel tous les deux. Qui ça? Toutes les deux. et moi. Avec qui? Avec moi, on va se paxer toutes les deux. Un grand pax. Oui, mais avec qui? Atmina et moi. Toutes les deux, on vient pour l'invitation, on fait une grande fête. Oui, il y aura des billades, des mocros. On fait un pax traditionnel. Oui, avec du thé, des danseuses toutes les nuits. Atmina et moi. Oui. Il y a même mercredi. Ah oui. Tu peux mercredi. Mais mercredi, ça tombe juste mal parce que on se fait un lapin avec mon oncle. Me dis pas ça, me dis pas ça, putain. Non, tu viens. Et mercredi soir, il y a Khaled qui veut faire le concert. On va faire une fête, on va faire une super méga fête. Khaled. Ouais, calme-toi. Oui, on va danser toute la nuit. Non, on est en moins de 200. On est en moins de 250. Non, je viendrai bien, mais je viendrai pas parce que justement, on se fait un lapin avec mon oncle. Bravo les deux chiens. Nous sommes toujours avec Mishka, Hugo Verlhomme et Tigran Adingue pour le livre du cannabis. Le cannabis est la plus vieille compagne de l'être humain, qu'il dit dans le livre. Alors, on évoquait la littérature tout à l'heure et ce que les écrivains disaient. On a essayé d'évoquer. Alors, dans votre bouquin, j'ai lu que Descartes était un narcotouriste en Hollande. Ça, c'est une des thèses reprises par Frédéric Pagès. Un philosophe botulien, je tiens à le signaler. Vous tenez à le signaler, oui. Mais à part Descartes, on a des noms, des textes de première main. Puisque si on parle par exemple d'une sorte de Lagarde et Michard du hashish qui est contenu, c'est le chapitre du 19e siècle, on trouve des textes signés aussi bien de Flaubert, c'est un scoop, que de Balzac, dont on a toujours dit qu'il n'avait jamais goûté au hashish. On démontre le contraire. Ainsi que grand de auteur de café et de tout Baudelaire, tous oui, les bien excitants, sûr, ainsi que de Baudelaire, Nerval, Georges Sand, bref, tous les piliers du programme scolaire, ils sont avec des dizaines de pages, aussi bien sur le cannabis que des pages écrites sous l'effet du cannabis. Et puis plus récemment, des auteurs comme Dantec, T.C. Boyle, Philippe Dian, Norman Mailer et finalement beaucoup de noms illustres de la littérature. Ouais. Alors on a justement l'impression qu'il y a un moment où le cannabis a un rôle orientaliste un peu dans la littérature et puis après il passe à complètement autre chose. Quelle est cette mutation en fait? Parce qu'à un moment c'est vraiment une sorte d'exotisme. Et là, l'apogée, c'est avec Théophile Gautier. Il faut dire que quand Napoléon est arrivé en Égypte, les troupes sont restées au moins 1 an en Égypte et comme ils n'avaient plus de gnôle, ils se sont tournés vers le hashish. Ça n'a pas du tout plu à Napoléon, qui a donc fait interdire le hashish dans toute l'Égypte. À un moment, on passait le joint comme ça, tac, il y avait Napoléon. Et ils sont tous revenus avec dans leur havre-sac un bon petit paquet de hashish, qui a permis à beaucoup de littérateurs, d'écrivains, de journalistes d'expérimenter. Mais il faut quand même souvent préciser. Dans des clubs d'ailleurs, c'est un peu. Il y avait le club des hashichins, l'hôtel de Lausanne, l'hôtel Pimodan. Mais il faut quand même dire qu'à cette époque-là, le hashish était mangé. Et ils en mangeaient des quantités qui allaient jusqu'à 30 grammes. Cohn-Bendit dit qu'il consomme de temps en temps. Il l'a dit à cette antenne. Il l'a dit. Mais donc, le hashish, quand il est mangé, évidemment, est beaucoup plus fort que le hashish fumé. Il ne faut pas dire ça aux jeunes qui nous écoutent. On va nous accuser. Vous donnez la recette du fondant au hashish. C'est quoi Alice Betoclas, fameuse recette. Copine de Gertrude. Oui, alors c'est quoi la recette la recette, je ne la connais pas par cœur. C'est quoi le fondant au hashish? En fait, c'est un gâteau de chocolat qui fait double emploi, puisque d'abord, il vous crée des munchies, et ensuite, avec le chocolat, comble les munchies. Donc, c'est le tout en un du hashish. Et alors, quand on est... Il y a une chose très drôle, il y a un test... Un test simple pour la coordination motrice. Je ne sais pas quel est l'auteur, Rosenthal. Il dit, écoute ça Ariel, le test c'est d'essayer de parler tout en se tenant sur un pied. Si vous perdez l'équilibre, vous êtes probablement défoncé. Oui, je propose qu'on vous le fasse tout à l'heure. C'est pour ne pas conduire sous l'effet du cannabis. Ah oui, c'est ça. Le but, quand même. Mais alors c'est bizarre parce qu'il y a un texte où il y a un type qui dit on peut conduire sous l'emprise du hashish, puis il y en a un autre. Vous voyez que je vais dans le sens, j'abonde dans votre sens tout à l'heure. Il y a le pour et le contre dans votre ouvrage. C'est-à-dire il y a un type qui dit on peut conduire en fumant des pétards et l'autre dit mais non, faites le test d'abord. Et les deux ont raison. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont plutôt, en littérature, il y a des gens qui sont plutôt opium et d'autres qui sont plutôt hashish ou bien... Ah oui, tout à fait, bien
sûr, il y a eu toute l'époque de la belle époque de l'opium, comme est intitulé un ouvrage, et avec des textes beaucoup plus connus que ceux du cannabis. Il y a un texte qui balance sur Malraux. Faut le dire, Malraux, un des piliers du gaullisme. Ah oui, il en fumait des comme ça. Mais Malraux lui-même, Malraux a dit, il a écrit, on le trouve dans ce livre, il a écrit le hashish ne porte pas l'illumination en lui-même, mais nous sommes séparés de l'illumination par une carapace et le hashish détruit cette carapace. C'est son point de vue, André Malraux, et beaucoup d'autres, je vois que certains applaudissent, beaucoup d'autres le disent à leur manière au fil de 25 siècles jusqu'aujourd'hui. Et alors comment ça se fait, vous dites que, enfin dans le texte, il y a un texte de présentation qui dit que son rapport aux drogues est gommé. C'est vrai que c'est un aspect qui a été complètement passé sous silence de l'historiographie officielle, des biographies, et que finalement... c'est comme les chapardages aussi qui faisaient... Si tout le monde en parle oralement... Mais par contre, vous parlez à n'importe qui a approché un peu Malraux, il dit « bien sûr, il avait sniffé, il avait fumé... » C'est vrai, il n'arrêtait pas, oui. Pépi, il chapardait aussi dans les temples... Des statues, mais ça des petites statuettes. Il a été jugé. Absolument, il a été jugé. Est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre l'illumination par le hashish? On peut l'atteindre sans et on peut l'atteindre avec. Le Bouddha, par exemple, à un moment a jeûné pendant 40 jours, je ne sais plus combien, et la seule chose qu'il consommait, c'était une graine. Ah oui, imaginez, s'il bouffe rien et qu'il fume un pétard, vous imaginez l'état dans lequel il se trouve. Déjà, quand on bouffe rien. Donc l'illumination à ce moment-là, c'est un phénomène purement physiologique. Tout à fait, mais on ne peut pas nier non plus le rôle de certaines plantes magiques, comme vous disiez tout à l'heure, sur la psyché humaine, sur le chamanisme, sur certaines croyances divines, peut-être. Oui, mais là où je mettais en garde la jeunesse qui nous écoute, c'est que la pensée magique peut avoir des dérives sectaires et parfois inquiétantes. Il y a des sectes qui ont utilisé certains propos qui ne sont pas les vôtres, qui sont consignés dans ce livre, que je recommande d'ailleurs aux populations. C'est le livre du cannabis, parce que c'est l'heure. Le 21e siècle sera-t-il psychédélique? Vous pensez qu'on va dans ce sens-là? On va légaliser? En tout cas, vu le nombre de substances qui sont injectées partout et qu'on consomme même malgré nous, on se demande qu'est-ce qui a de l'effet? Parce que le problème du dopage, c'est aussi ça. C'est-à-dire le café, c'est du dopage. Tout a une influence sur votre corps. Et l'alcoolisme qui fait des ravages. Non, mais ça, c'est plus évident. Mais... D'accord. Et puis je rappelle votre livre, Albert Algou, Contre le cannabis et pour la bibine. Un livre d'Albert Algou. Il est à paraître. Vous, c'est Georg éditeur, c'est ça? On prononce comme ça? Georg ou Georg? Je crois que c'est d'accord. Le livre du cannabis. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'heure des guignols. Et sous les applaudissements, exercice très très difficile, hein Ariel? Oui. Parler sous les applaudissements, je dois dire, comment ça va PPD? Ça va bien Albert, j'aurais bien essayé un petit joint, mais il paraît que c'est interdit de fumer sur le plateau. Tout... Merci les guignols. Dimanche, lundi et mardi, c'est la fête du cinéma. Zoé Félix et Frédéric Diffenthal sont avec nous pour en parler, mais tout de suite. Philippe Vandel, je crois. Si j'ai pas changé de nom depuis hier. Si, peut-être. Bonsoir, non. Bonsoir. Je vais vous présenter un nouveau produit. Salut. En fait, non, c'est pas tout à fait un nouveau produit, c'est une campagne dont je vais vous parler contre la drogue. Pour faire le lien avec le plateau précédent. Ça se passe aux États-Unis, dans l'État de New York. C'est le bureau de la jeunesse en détresse, ça s'appelle comme ça, qui a édité des crayons de papier pour les donner aux enfants dans les écoles. Des crayons sur lesquels est écrit ce slogan. Si la caméra peut s'approcher, on va le voir. Même si elle peut pas, d'ailleurs, on va le voir. Et il y a écrit « Too cool to do drugs », trop cool pour prendre de la drogue. Voilà. Et alors, malheureusement, la distribution de crayons, donc ils avaient donné ça dans les écoles, a été interrompue précipitamment. Pour quelle raison? Admirez le travail, regardez bien. Donc revoici le crayon à papier distribué dans les écoles américaines où il est écrit « Too cool to do drugs », en français « trop cool pour se droguer ». On taille le crayon, on a un petit peu accéléré et là on obtient comme slogan « Cool to do drugs », c'est-à-dire c'est bon de se droguer. Donc ça change un petit peu le sens. Et alors si on taille encore un petit peu plus le crayon, on obtient carrément, je ne sais pas si vous parlez bien anglais, do drugs, c'est-à-dire droguez-vous, voilà, moralité. Plus on écrit, plus faut en prendre, voilà, donc voilà, j'ai des petits crayons un petit peu taillés, voilà. Cadeau, donc faites pas ça en France, voilà, on peut écrire avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le cinéma c'est fait de rencontres, vous avez jamais tourné ensemble tous les deux? Non. Non, voilà. Dans un clip? Hein? Non, ça arrivera voilà, ben, voilà. Je voulais parler juste d'une petite annonce de rencontre, c'est passé dans Paris-Paname à la rubrique rencontre, on va la voir, l'annonce. Jeune homme, 26 ans, cherche jeune femme belle et intelligente. Pourquoi? Pour m'aider à retrouver mon vélo. Voilà, et on a appelé, c'est pas une blague, voilà. Encore autre chose, vous connaissez le petit futé?
Oui, j'ai ici le petit futé, c'est un guide de ville, on va dans une ville, on ne sait pas où aller, comment consommer, on regarde le petit, voilà, ils disent, c'est écrit ici, tous les endroits et les adresses qui valent vraiment le coup. Là, c'est le petit futé de Strasbourg, parce que je voudrais parler d'un commerçant de Strasbourg. Il tient la boutique de vêtements Kilovet, qui a un concept un peu particulier, ils vendent les vêtements au poids. Donc on achète 5 kilos de vêtements, 10 kilos, 8 kilos. Évidemment, ça a attiré l'attention des reporters du petit futé, qui sont futés et attentifs. Et la suite, eh bien c'est le commerçant qui raconte. Au mois de février, j'ai reçu une lettre du petit futé de Strasbourg qui m'indique que mon magasin Kilovet est en bonne place dans leur rubrique friperie. Bonne nouvelle, je suis sélectionné dans leur guide. Du coup, dans la foulée, ils me proposent un agrandissement de l'article qui m'est consacré au prix de 129 francs. Ah bon, c'est payant? Bah oui. L'idée, c'est que les clients voient bien l'article quand ils rentrent dans la boutique. Moi, je veux bien. Le seul problème, c'est l'article qu'ils ont écrit. Kiloshop a lancé sur Strasbourg la mode d'acheter ses vêtements comme ses légumes ou sa viande, au kilo. Le concept a fait les heures de gloire de nombreuses soirées déguisées. Mais faut-il espérer mieux que de ressortir fringué comme un sac à patates ou d'avoir l'air d'une andouille? Kilovet n'a ni l'originalité du concept, ni celui du nom, encore moins celui des fripes sortis tout droit des armoires de mamie. Pas mal, non? Payer pour se faire insulter, on me l'avait jamais fait. Voilà, authentique. Il a de l'humour quand même, hein? Il a de l'humour. Comment? Non mais faut oser envoyer ça au mec. Et puis je vais finir avec une histoire qui fait froid dans le dos. C'est Ouest France qui la raconte, cette histoire. Sous le titre « Ivre, il conduisait un bus scolaire 6 mois ferme ». Alors je rassure, il n'y a pas eu d'accident. Les enfants sont sains et saufs, pardon, mais quand même, ça fait un petit peu peur. Voici les faits. Le chauffeur d'un bus scolaire transportant une soixantaine d'élèves vers une classe de mer a été condamné hier à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour avoir conduit en état d'ivresse. L'homme, un Quimpérois de 43 ans, avait été arrêté dans le Jura alors qu'il se rendait à Quiberon. Il n'avait effectué qu'une douzaine de kilomètres et présentait une alcoolémie de 2,3 grammes par litre, c'est quand même énorme. Le tribunal a également annulé son permis de conduire. Et alors, le pire, c'est que le mec, au procès, c'est absolument pas démonté. Voilà ce qu'il a dit. À l'audience, dit le journal, le prévenu a déclaré que ce jour-là, il n'avait pas bu plus que d'habitude. Voilà. 6 mois ferme. Merci, bonsoir. Merci, Philippe. Cachez la bouteille. Pardon pour la pub. On retrouve Zoé Félix et Frédéric Diffenthal après la pub. Dimanche, lundi et mardi, c'est la fête du cinéma. Et Zoé Félix et Frédéric Diffenthal, vous êtes avec nous. Vous faites partie des 20 jeunes comédiens qui parrainent cette manifestation. C'est la 15e... c'est ça, oui, c'est la 15e. C'est la 15e. Alors tout à l'heure, Philippe vous demandait si vous aviez tourné ensemble, mais vous avez tourné dans le clip de promo, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, indirectement, oui, on a tourné ensemble. Donc vous avez déjà tourné ensemble. C'était chacun notre tour. Séparés. Alors ce que je propose, c'est qu'on le regarde tout de suite, ce petit clip. Refugee camp, conspiracy. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Les 27, 28 et 29 juin, venez nous rejoindre à la fête du cinéma. Allez, on va y aller à la fête du cinéma. Oui. Il y a peu de temps encore, vous étiez spectateur. Et maintenant, vous vous retrouvez... oui, vous êtes toujours spectateur, mais vous vous retrouvez acteur. Vous avez joué dans Taxi, Capitaine Conan. Et vous? Dans Déjà Mort. Dans Déjà Mort. C'est le seul film que vous avez fait pour l'instant. Et il y en a d'autres en préparation? Il y en a d'autres en projet, oui. Alors, vous allez nous expliquer le fonctionnement de la fête du cinéma. C'est quoi le principe? C'est 3 jours où on a un passeport, on achète un passeport. C'est quoi ce passeport? Au prix, c'est la première place au tarif normal. Ouais. Et après, pendant 3 jours, c'est la kermesse. Ouais. Et c'est 10 francs par film. 10 balles la séance. Et voilà. Donc on peut se gaver de cinéma pour pas cher. On se gave à 10 balles le cinéma, je trouve qu'on se gave pendant 3 jours. Non?
On se gaffe pas, Dybala? Si, bon, y aller, c'est une occasion. Parce que l'année dernière, ça a très bien marché, pourtant il y avait la Coupe du Monde. C'est vrai, ouais. Cette année, il n'y a pas la Coupe du Monde, donc ça va marcher. Il n'y a rien pour nous emmerder, donc pendant 3 jours, on va se gaver de Cinoche. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Il y a des films en avant-première, il y a des courts-métrages, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je sais pas. Il y a tous les films qui sortent qu'on peut aller voir pour 10 francs. Voilà. Et surtout qu'aussi la fête du cinéma, ça permet aussi tous les films qui sont restés. Il y a les films nouveaux qui sortent. Et il y a aussi les films qui sont restés à l'écran. C'est vrai que les gens par exemple. Mais il y en a des plus anciens. Les films qui sont sortis vraiment au début du printemps et tout, qui sont encore à l'affiche. Donc c'est vrai que ça incite les gens quand même à aller au cinéma et à voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils auraient voulu voir il y a 2 mois et que ça fait 2 mois qu'ils se disent tous les matins il faudrait que j'aille voir ce film. Alors il y a un film qui est très attendu qui sort aujourd'hui, c'est Matrix. Je vous propose de regarder la bande-annonce. C'est impressionnant. Matrix sont 2 mondes qui s'affrontent, un monde virtuel et puis le monde réel. On est bien dans le monde réel. À qui ça s'adresse, la fête de la musique, surtout? Quel public? Cinéma. Pardon? Cinéma. Cinéma, oui. Mais au même. C'est marrant, vous avez dit la fête de la musique. C'est un public jeune, surtout? À tout le monde. Non. Je pense à tout le monde. C'est vrai que les jeunes, effectivement. Ouais, oui, mais là, on est fin juin, donc j'imagine que certains sont déjà les en rupture d'examen, les vacances n'ont pas encore commencé, donc j'imagine. Puis le prix, le budget, ça doit principalement être un public jeune. Il y a aussi des personnes âgées comme moi qui vont s'y rendre, hein, je l'espère. Et ça a lieu où? Partout. Partout en France, toutes les salles. C'est tous les exploitants, tous les distributeurs qui font ça. Donc c'est partout. Il y a un autre film. Il faut le dire, s'il y a un endroit où ils ne le font pas. Il faut protester. Il faut aller faire faut enfoncer les portes des cinémas pour exiger que ce soit la fête du cinéma partout. Bon, on va regarder l'extrait de The Hello Country. Vous l'avez vu? Bon, vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Alors, on regarde. Oui. Ça, c'est un autre genre. C'est Stephen Frears. Les liaisons dangereuses, etc., qui renoue avec le western. Le western, vous pourriez jouer dans un western? Ah ouais. J'adorerais. Mais le Taxi, c'était un peu un western. C'était un western urbain, oui? Ouais, c'est un western urbain. Et maintenant, vous préparez quoi? Qu'est-ce que je prépare? On prépare la suite de Taxi. Ah, il va y avoir Taxi 2. Voilà. Et c'est pour quand? On commence là au mois d'août. Avec des cascades, pareil? Un petit peu, ouais, quand même. Ça serait bien qu'il y en ait... Il y en avait un peu dans le premier, donc ça serait bien qu'on en fasse un peu... Même un peu plus dans le deuxième. Il y a un portable qui sonne sur le plateau. Et vous, Zoé? Moi, j'ai un projet pour la rentrée, dont je ne peux pas encore trop parler. C'est un premier film de Philippe Azoulay. Voilà. Mais le casting n'est pas terminé et tout, donc c'est un peu difficile pour l'instant de s'avancer, mais ça va être bien. Donc, top secret. Bon, vous restez avec nous parce qu'il va y avoir la pub et après, il y a Moustique Coin Coin. Yes. Voilà. On y va. 1, 2, 1, 2, 3. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Ce soir, elle est charmante, jolie et blonde, sauf les nuits de pleine lune. Petite balade irlandaise pour 2 truands minables, Irish Crime en VO. Il speak very well English, yes, même les gros mots. Yes, yes.
Quatrième match de la finale NBA 99, San Antonio mène 2 victoires à 1 face à New York. Ce soir, horreur, Irlande, humour et basket sur Canal+. Il y aura effectivement du monde demain devant Nulle part ailleurs, puisqu'on reçoit Charline Spiteri et puis les kids seront contents, il y aura Philippe Manœuvre. Bonsoir à tous.